Salut tout le monde! Ce mois-ci, comme c'est le mois de la Saint-Valentin, dont je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt, mais c'est pas le sujet, je me suis dit que ça serait l'occasion d'aborder le thème des relations amoureuses et de l'amour dans la littérature. Alors c'est un thème extrêmement vaste, très souvent abordé, avec des histoires souvent marquantes. J'aurais pu donc vous présenter énormément d'ouvrages inoubliables sur le sujet, mais j'ai essayé de m'imposer un choix restreint. Donc je vais vous en présenter trois qui m'ont marqué récemment et qui ont pour point commun de parler d'amour tragique. Oui, parce que j'aime bien les fins heureuses, mais les histoires d'amour les plus marquantes en littérature sont souvent les plus tristes, je trouve. Globalement, ce ne sont que des bonnes lectures, mais avec quand même deux qui ont été vraiment de très très grands coups de cœur, et je pense mes meilleures lectures de l'année dernière, et donc que j'ai très très hâte de vous présenter. Alors après, je ne vous conseille pas de lire ces trois livres-là d'affilée, parce que ce sont tout de même des histoires assez lourdes, ou alors d'une grande mélancolie, donc il vaut quand même mieux alterner avec des lectures plus légères ou différentes à côté. Moi, j'ai fait l'erreur de les enchaîner et j'avoue que même si j'ai pris un grand plaisir à les lire, ça m'a quand même bien plombé. Donc, je vous préviens. Tiens, on va commencer par, La Dame aux Camélias, tiens, d'Alexandre Dumas. Cette fois-ci, il s'agit du fils. J'ai lu que des œuvres de son père, donc j'ai eu envie de découvrir un peu son travail. Et donc, quoi de mieux que de commencer par son roman le plus connu, La Dame aux Camélias. Alors, c'est l'histoire d'amour passionné entre Armand Duval, un jeune bourgeois, et Marguerite Gauthier, une courtisane très prisée, qui souffre de phtisie, donc de tuberculose. Armand tombe éperdument amoureux d'elle, mais n'a pas les moyens de l'entretenir, et leur amour va être contrarié par différents événements. Pour écrire cette histoire, Alexandre Dumas, il s'est inspiré de sa propre vie parce qu'il a eu lui-même une liaison avec une courtisane très connue à l'époque, qui était Marie Duplessis, et qui a souffert aussi de tuberculose et est mort de façon très précoce peu après la fin de leur liaison. Et donc, il s'inspire de sa vie et de leur histoire. C'est un genre un peu d'autofiction finalement. Armand Duval d'ailleurs porte les mêmes initiales que Alexandre Dumas. Bref, La Dame aux Camélias a eu un énorme succès à sa sortie. 4 ans plus tard, Alexandre Dumas en a même fait une pièce de théâtre qui a elle aussi connu un grand succès. Et puis depuis, elle a été aussi adaptée de nombreuses fois au cinéma, avec notamment Sarah Bernhardt, Isabelle Adjani ou encore Isabelle Huppert. Cette œuvre a même inspiré l'opéra de Verdi avec la Traviata. Bref, il était grand temps de le lire. Alors au départ, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu un peu de mal à être dedans. J'avais pas spécialement envie de suivre les personnages. Alors évidemment, c'est une autre époque, mais je trouvais que le personnage du narrateur et d'Armand Duval était quand même assez misogyne. Après, j'ai mieux compris pourquoi, parce qu'en faisant des recherches, j'ai lu qu'Alexandre Dumas fils était l'auteur d'un essai qui s'appelle L'Homme-Femme, publié en 1872, dans lequel il appelle en fait au renforcement de l'autorité masculine en utilisant la première fois le mot féminisme, et où il s'épanche sur sa haine des femmes. Donc pas trop étonnant que ça transparaisse quand même un peu dans cette œuvre. La première apparition et la description de Marguerite Gauthier me la rendait plutôt antipathique aussi, mais au fur et à mesure, je me suis quand même laissée emporter par leur histoire. Alors la construction du récit est pour beaucoup parce qu'on ne suit pas l'histoire dans l'ordre chronologique. En fait, on sait dès les premières lignes comment finit Marguerite, mais on ne sait pas encore comment l'histoire en arrive là. Et le fait de connaître d'ores et déjà la fin pousse, je trouve, à avoir envie de savoir comment ça va arriver, donc ça a attisé ma curiosité. J'ai bien aimé le style. Il y a une grande fluidité dans l'écriture, j'ai trouvé, et le fait que ce soit un récit enchâssé comme ça donne un bon rythme. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, ça se lit vraiment en quelques heures. Et puis c'est un roman polyphonique, il y a plusieurs narrateurs. On passe du narrateur qui n'a pas vraiment d'identité, mais qui nous raconte comment il apprend la mort de Marguerite, qui connaissait de réputation, et comment il rencontre Armand, qui lui s'apprête à lui faire le récit de cette liaison. Et à partir de ce moment-là, c'est Armand lui-même qui devient le narrateur de cette histoire avec toute sa subjectivité. Et puis à la fin, on a aussi le point de vue de Marguerite à travers son journal et celui de son ami. Donc ça, c'est un point qui m'a bien plu. J'aime bien avoir plusieurs points de vue dans une histoire. Après, sans pour autant m'attacher follement au personnage, j'ai quand même fini par être happée par leur histoire, ce qui est plutôt rare pour moi parce que j'ai quand même besoin d'avoir un minimum d'intérêt pour les personnages. J'ai pas forcément besoin de les aimer en tant que personne ou de me sentir proche d'un personnage pour avoir envie de le suivre. J'aime aussi en détester certains. Et je suis aussi souvent attirée par des figures plutôt sombres ou qui vont être en totale opposition avec mes valeurs. Hein. Ça m'arrive régulièrement. Moi, par exemple, de Game of Thrones, mon personnage préféré, c'est Sandor Clegane, pour prendre
un exemple, même si bon, c'est pas si sombre que ça, Sandor. En tout cas, là, j'ai eu du mal à les apprécier réellement, surtout au début. Après l'histoire avançant, j'ai fini par éprouver beaucoup de compassion pour eux en fait. Pour moi, le véritable intérêt du roman, il se situe plus dans la description de la vie des courtisanes de l'époque parce que Marguerite, c'est une femme entretenue, une courtisane qui ne vit que grâce à l'argent que lui donnent ses amants. La précarité de sa situation et le peu de perspectives de vie des femmes de l'époque est très bien rendu. Et surtout, j'ai trouvé très intéressant le point de vue de Marguerite sur sa propre condition. Sa solitude, je trouve qu'elle est extrêmement lucide, très pragmatique. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait hésiter grandement à suivre ses sentiments. Est-ce qu'elle prend le risque de vivre son amour avec ce jeune homme, quitte à perdre les aides financières de ses autres amants, ou non? Elle est dans une position qui est très complexe. Il est aussi beaucoup question de confiance, de sincérité, de la place de la jalousie par rapport aux sentiments amoureux. La jalousie d'Armand d'ailleurs est absolument atroce, elle est totalement destructrice, il y a des passages d'une grande cruauté. Il tombe complètement dans une vengeance qui est très très brutale. Et puis évidemment, l'auteur aborde la question du sacrifice qui est très très bien exploité, j'ai trouvé. Le point qui m'a un peu ennuyé quand même, et qui pour moi est quand même un point extrêmement négatif, que je trouve beaucoup trop souvent dans les séries notamment, c'est le manque de communication entre les personnages qui va en fait créer des quiproquos et potentiellement le plus souvent empirer la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors heureusement c'était pas trop présent non plus, mais il y a quand même pas mal de moments où je me disais bon allez quoi, parlez-vous et puis on avance. Franchement je trouve ça assez usant comme je trouve que c'est un peu une facilité. Mais malgré ça c'est une histoire qui est poignante, très prenante. Même si ce ne sont pas des personnages pour lesquels j'ai eu énormément d'affection et avec lesquels j'ai gardé quand même une certaine distance, j'ai quand même été très émue en lisant leur histoire. Et je pense que si vous aimez les histoires d'amour tragique, je pense quand même qu'il y a de grandes chances que ça puisse vous plaire. En tout cas, les adaptations me tentent bien. J'ai vu qu'il y en avait une en plus avec Colin Firth, donc pourquoi pas. Alors maintenant, on passe à 2 énormes coups de cœur et je pèse mes mots. Je suis vraiment trop contente de vous en parler. Le premier, c'est Aurélien d'Aragon. Alors voilà, je suis super contente de vous parler de cette lecture parce que j'ai été profondément émerveillée par la plume d'Aragon. Il y a des chapitres tellement sublimes que on a envie juste de mettre des marque-pages à vie et de pouvoir les relire de temps en temps. J'exagère pas vraiment. Et j'en reviens pas en fait d'avoir attendu mes 30 ans pour découvrir cet auteur. C'est assez inadmissible je pense. Mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit, donc maintenant c'est chose faite. Donc pour vous situer un petit peu, Aurélien, c'est le 4e roman du cycle du monde réel d'Aragon qui comprend 5 autres romans et dans lesquels il dépeint la France de la fin du 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle à peu près. Dans ce livre, qui a été publié en 1944, l'auteur nous raconte l'histoire d'amour impossible entre Aurélien, un jeune bourgeois oisif qui vit de ses rentes, et Bérénice, une jeune femme mariée qui vient visiter sa famille à Paris. J'ai trouvé ça magnifique, il n'y a pas d'autre mot, je vais beaucoup me répéter, je vous préviens. Cette lecture a été une vraie claque. Je n'ai jamais vu quelqu'un décrire aussi bien et avec une telle beauté la naissance des sentiments amoureux et vraiment avec une telle justesse, quoi. Les passages où il décrit les sentiments d'Aurélien pour Bérénice sans qu'il en ait encore conscience sont sublimes. Il y a des passages tellement beaux que je ne pouvais vraiment pas m'empêcher de les relire juste après les avoir terminés. Il y en a même certains que j'allais lire à mon compagnon pour lui partager, je ne pouvais pas m'en empêcher. Ce qui a entraîné de belles discussions d'ailleurs, vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même. J'ai tellement aimé cette lecture que j'avançais beaucoup trop vite et j'ai vraiment dû me forcer à ralentir parce que je sentais que j'étais en train de découvrir un vrai chef-d'œuvre et qu'il fallait absolument que je savoure ma lecture. Je sais pas si ça vous fait ça aussi parfois, mais moi ça m'arrive que extrêmement rarement, donc j'ai essayé de ne pas l'engloutir trop vite. Évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous lire le début de l'Incipit qui est quand même assez savoureux. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Bon. A priori, je pense qu'on n'est pas sur un coup de foudre et justement j'aime le fait que ce soit totalement contraire à ce qu'on pourrait attendre. Après, évidemment, je pense que c'est ça qui fait que cette Incipit est si connue. Le thème principal de ce roman, vous l'aurez compris, c'est l'amour, et l'amour sous toutes ses formes. J'étais donc obligée de vous en parler aujourd'hui parce que Aragon explore ce sujet vraiment comme personne. Il écrit sur
Qu'est-ce qui fait que l'on tombe amoureux? Qu'est-ce que c'est d'aimer? Est-ce qu'un amour heureux est possible? Il explore à merveille ce sentiment par le biais de ces deux personnages principaux, donc Aurélien et Bérénice. Donc Aurélien, c'est un jeune homme célibataire d'une trentaine d'années qui a vécu la Première Guerre mondiale, qui l'a beaucoup marqué et qui le hante toujours. Il a ce qu'on pourrait appeler le mal du siècle. C'est quelqu'un qui ne trouve pas du tout sa place dans cette nouvelle société et qui est encore marqué par la guerre qu'il a vécue. Il a souvent des aventures sans lendemain et surtout, il n'a jamais encore aimé de sa vie. Bérénice, elle, de son côté, a toujours vécu en province avec une vie bien rangée et elle va découvrir la vie assez exubérante de la société bourgeoise de Paris des années 20. Et surtout, c'est quelqu'un qui a un idéal de l'amour. Elle est en quête d'un amour absolu. D'ailleurs, le passage sur l'absolu dans ce roman, je pense, est l'un des plus sublimes que je n'ai jamais lu. C'est le genre de passage qu'on a envie de connaître par cœur. À travers leur rencontre, on va vivre leurs illusions, leurs désillusions, leurs questionnements, la force de leurs sentiments et les tourments qui y sont liés. Et les personnages secondaires, qui sont très nombreux, il y a une très grande galerie de personnages, permettent aussi d'explorer d'autres aspects de ce sentiment, comme l'amour désintéressé, non partagé, ou encore la jalousie. Et avec toutes ces différentes trajectoires, on se demande si l'amour peut rendre vraiment heureux finalement. L'atmosphère du roman est quand même pessimiste, hein. On sent que ça ne va pas vraiment le faire cette histoire, même si on en a très très envie. Je pense que ce livre m'a beaucoup parlé aussi parce qu'il s'agit surtout de mélancolie. Me revoilà avec la mélancolie, encore. Mais c'est vraiment ce sentiment qui domine toute l'œuvre. C'est une mélancolie romantique, mais qui tire aussi sur la nostalgie à la fin du roman. Il y a des passages qui en serrent vraiment le cœur. On est submergé par les émotions. Moi, ça m'a vraiment beaucoup ému. Il y a des passages extrêmement forts. Je ne vous en dirai pas plus sur leur relation ou sur l'intrigue pour que vous puissiez en découvrir un maximum parce que c'est sublime. Mais si je devais choisir une seule raison pour laquelle vous devez lire Aragon et Aurélien en particulier, je pense que c'est pour son style. Je crois que c'est l'une des plus belles façons d'écrire que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, et pourtant je lis quand même pas mal. C'est un roman qui s'ancre dans le mouvement du réalisme socialiste, juste après qu'Aragon ait rompu avec le surréalisme, comme les autres livres du cycle du monde réel, et dans lesquels il va critiquer en fait la société bourgeoise française, même si on sent évidemment toute l'influence du surréalisme dans son œuvre. Moi, en tout cas, je le vois comme quelque chose d'un peu plus expérimental parce qu'il y a vraiment une sorte de dualité dans l'écriture qui est réaliste, mais qui se veut aussi poétique et où on sent l'imaginaire de l'auteur. On sent parfaitement aussi l'influence de la poésie, notamment dans le rythme des phrases. Il y a beaucoup de phrases qu'on a envie de lire à haute voix. C'est ce qui participe, je pense clairement, à la beauté de ce texte et qui m'ont évidemment donné très très envie de découvrir la poésie d'Aragon qui, je n'en doute pas, doit être tout aussi belle. Il y a aussi beaucoup de points de suspension, de phrases en suspens. Il enchaîne quelques phrases de dialogue avec une phrase de description derrière, puis juste après une action, puis une pensée, tout ça dans un enchaînement qui est très fluide et d'un réalisme fou en termes d'intériorité du personnage. Il y a aussi des répétitions, des associations d'idées et parfois même des contradictions qui permettent de retranscrire avec une justesse bluffante le cheminement de pensée d'Aurélien et sa conscience intérieure. Je trouve qu'on est vraiment dans la tête du personnage et il illustre aussi parfaitement comment peuvent surgir nos pensées. Et en même temps, on sent parfois la présence d'Aragon par le biais du narrateur. Les deux se mêlent assez souvent. Bref, c'est d'une fluidité rare. J'ai adoré son style, il y a une vraie recherche dans l'écriture et il expérimente beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une sacrée découverte et une véritable claque cette lecture. Comme je l'ai dit, il y a aussi une grande palette de personnages, certains sont détestables, comme Edmond Barbentane. J'ai détesté ce personnage, il est odieux, calculateur, manipulateur. Son rapport à sa femme est atroce. J'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Blanchette qui s'accroche à cette relation alors qu'elle pourrait tout à fait en sortir. Les personnages féminins sont aussi très bien écrits, autant que les hommes, ce qui est à souligner. Et surtout, Aragon retranscrit magnifiquement l'âme de la ville de Paris des années 20, qui en devient presque un personnage. Il décrit très bien cette période d'entre-deux-guerres où Paris foisonne d'artistes, de spectacles, d'idées nouvelles, de courants artistiques différents comme le dadaïsme et le surréalisme par exemple. J'ai beaucoup apprécié entrer dans ce milieu artistique où on va côtoyer des peintres, des poètes et des musiciens et
Grâce aux déambulations d'Aurélien, on s'immerge aussi dans l'ambiance des cafés, des salles de spectacle, des rues, dans le milieu bourgeois assez exubérant de cette époque. Vraiment, on s'y croirait, c'est extrêmement bien fait. Non seulement il décrit bien la ville, mais aussi l'époque où on a à la fois la démesure des années folles, mais où on sent aussi que la première guerre a laissé des traces et que la deuxième n'est malheureusement pas loin. L'action est en fait encadrée par ces deux guerres-là, et je trouve qu'il a un don pour retranscrire les ambiances sans tomber dans de la lourdeur qu'il pourrait y avoir dans des descriptions trop longues. Au niveau du rythme, je pense qu'on peut justement avoir peut-être quelque chose à redire parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'action, le rythme est assez lent. Le livre fait quand même un peu plus de 700 pages, et en fait c'est surtout une déambulation et des questionnements sur l'amour et la quête de l'amour absolu à travers tout le roman. Mais il y a des passages qui sont tellement beaux, et surtout d'une extrême justesse, je me répète encore, dans les émotions qu'il arrive à retranscrire, que moi je les ai pas vues passer, moi j'en voulais encore en fait. Faut vraiment se laisser emporter par le texte. Il y a encore beaucoup à en dire, évidemment, je pense que vous l'avez compris, mais je vais m'arrêter là, sinon j'en ai vraiment pas fini avec ce livre. C'est un très beau roman mélancolique avec une histoire d'amour bouleversante, le portrait d'une ville et d'une époque, tout ça écrit avec une plume magnifique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre que je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à découvrir. Rien que pour le style, ça mérite d'être lu. Si vous entendez parler de style d'ailleurs et que ça ne vous évoque rien, lisez ça et vous comprendrez ce que c'est avoir du style. Je suis très très curieuse en tout cas de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. En tout cas pour moi, il entre dans le cercle très très fermé des plus beaux livres qui m'aient été donnés de lire jusqu'à présent. C'est dur de passer à une autre lecture quand on a lu ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la dernière fois que je vous parlerai d'Aragon et que je le lirai. Je pense que je vais vraiment aussi me pencher sur l'œuvre des Atriolets qui a partagé sa vie, et en particulier sur Cheval Blanc qui, je crois, a influencé l'écriture de ce roman-là. Les Atriolets dont j'adore l'écriture aussi, et dont je vous parlerai bientôt, j'espère. Et enfin, je vais terminer par un autre coup de cœur et l'une de mes meilleures lectures aussi de l'année dernière. J'ai eu des bonnes lectures l'année dernière. Il s'agit de La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. Madeleine Bourdoux, c'est une écrivaine belge qui a été proche de Simone de Beauvoir et de Sartre, et qui a aussi été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment refusé de se faire publier chez des éditeurs français qui étaient contrôlés par les nazis à l'époque. Et franchement, j'aurais aussi adoré la découvrir plus tôt parce que c'était bluffant ce livre. L'histoire se déroule dans le milieu ouvrier des années 30, où on va suivre Elisa, qui est profondément amoureuse de son mari Gilles, qui est vraiment absolument tout pour elle. Gilles, qui est également amoureux de sa femme, jusqu'au jour où il va la tromper. Alors, on pourrait se dire que ce n'est qu'une vulgaire histoire d'adultère, le thème n'a en effet rien d'original, mais la façon dont ce sujet est traité est vraiment magistrale et n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent dessus. Mais je vous préviens, sortez les mouchoirs. C'est une lecture qui m'a profondément remuée. Je crois que j'avais jamais lu un livre aussi pertinent sur ce sujet, sur cette situation. Je suis pas du genre à trop montrer mes émotions, mais là, mes larmes sont venues toutes seules. C'est déchirant. On ne peut que être profondément ému par la lecture de cet ouvrage. Moi, j'ai lu d'une traite. En fait, j'étais tellement dans une empathie très forte avec le personnage que j'arrivais pas du tout à lâcher le livre. En plus, voilà, c'est court, hein. Et en même temps, je faisais quand même des pauses de quelques secondes à la fin de certaines phrases, tellement elles étaient justes, mais surtout très dures à la fois, et pour digérer les scènes décrites. Il y a des phrases qui sont vraiment assénées comme des coups. Franchement, c'est une histoire qui vous prend aux tripes, quoi. Il faut s'accrocher, voilà. Je préfère vous prévenir, je trouve que c'est dur, c'est déchirant. J'ai été complètement bluffée par le style aussi. Je vous enjoins vraiment à lire ce livre parce que la plume est tout simplement incroyable aussi. L'autrice arrive à nous déchirer le cœur avec seulement quelques mots. Elle est toujours d'une justesse folle. Elle parvient à faire passer des sentiments complexes en une phrase. J'ai vraiment été très très impressionnée par cette lecture aussi. Ce qui est criant dans ce livre, c'est d'abord toute la puissance de l'amour qu'Elisa porte à son mari. C'est un amour qui est simple, pur et très fort, et c'est cet amour qui compte le plus dans sa vie. Et donc, comment faire si cet amour lui est enlevé ?
Ensuite, ça parle aussi évidemment du sentiment profond de solitude et de la souffrance du personnage qui sont extrêmement bien décrits et omniprésents dans le texte. Pendant toute la lecture, on est mortifié par ce qu'elle subit, on a vraiment envie de lui venir en aide. Elisa, c'est un personnage qui est extrêmement courageux, tendre, et qui fait preuve d'une résilience impressionnante, mais qui, on le sent, se dissout. Elle disparaît peu à peu dans sa propre souffrance. Pendant toute ma lecture, je me suis demandé, mais comment est-ce que c'est possible de vivre ça? Comment est-ce qu'elle fait pour l'aimer encore et pour que son amour reste aussi fort? Est-ce que ça va durer quoi qu'il arrive? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elle court vraiment à sa perte et on ne voit pas ce qui peut sortir de bon de tout ça. Madeleine Bourdoux a une façon vraiment magistrale, je l'ai dit encore, je me répète, de traiter la psychologie de ses personnages. J'avais vraiment jamais lu quelque chose comme ça. Et dans ce livre, elle montre très très bien le poids que la société patriarcale fait peser sur les femmes à cette époque. Que ce soit le personnage d'Elisa ou sa sœur Victorine, les contraintes sont différentes, mais elles sont bien présentes. Elle critique et rend très bien compte de l'enfermement des femmes dans leur quotidien. Les tâches ménagères qui n'en finissent pas, s'occuper du foyer, des enfants, toute cette routine en fait qui ne s'arrête jamais et qui étouffe totalement le personnage d'Elisa, qui n'a que son amour pour Gilles, qui compte plus que tout le reste, et qui donne un sens à sa vie finalement. D'ailleurs, le titre même du livre montre très bien ça. Elisa n'a même pas de nom, son identité, c'est d'être la femme de Gilles. Cet aspect m'a un peu rappelé la lecture dont je vous avais parlé, de Kim Ji-young, né en 1982, qui a été écrit par Cho Nam-joo, qui est dans un tout autre style, mais qui montrait bien aussi comment le cantonnement au foyer détruisait la vie des femmes et qui les empêchait finalement de pouvoir être réellement elles-mêmes. Dans ce livre, il y a aussi une très très belle part faite aux descriptions de la nature, des paysages et des saisons qui entourent et qui viennent rythmer la vie d'Elisa, qui sont très très bien écrites. Le rythme d'ailleurs est excellent, il n'y a vraiment pas de longueur, on ne s'ennuie pas et ça se lit très vite. Moi je l'ai lu je pense en 2 heures à peine, c'est vraiment très court et le style est beau, donc si Aragon ça vous fait peur, peut-être commencer par ça. En tout cas moi j'ai été vraiment happée. Il y a certaines descriptions que j'ai trouvées assez sensuelles aussi, dans la manière d'écrire, surtout dans la façon d'être d'Elisa. Son amour et ses ressentis passent aussi par son corps, et j'ai trouvé qu'il y avait de très très beaux passages là-dessus. C'est un livre qui a été publié en 1937, mais moi je trouve qu'il est résolument moderne par bien des aspects, et je pense que vous l'aurez compris, mais voilà, je vous encourage vraiment à le découvrir et à découvrir cette autrice. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Avec le temps, je suis de plus en plus exigeante avec mes lectures, ça devient vraiment rare d'avoir de vrais coups de cœur, donc si vous deviez vraiment choisir entre les livres que je vous ai présentés, choisissez celui-là, ou Aragon, si ça ne vous fait pas peur, et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. J'en suis sûre. J'ai pas vu l'adaptation, parce qu'il y a une adaptation avec Emmanuel DeVos réalisée par Frédéric Fontaine, mais j'avais envie de voir par curiosité, mais le livre est tellement déchirant que je me dis que ça sera sans doute pire en voyant le film, donc j'hésite encore. Voilà, on verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié de passer ce moment avec moi. Surtout dites-moi ce que vous avez pensé de ces ouvrages, si vous les avez lus. Je suis très impatiente de savoir ce que vous en avez pensé. Si jamais ce thème vous a plu, dites-le moi. Peut-être que je pourrais vous proposer d'autres œuvres sur ce sujet dans une vidéo un de ces jours. L'amour, c'est tellement vaste. En tout cas, moi, ça me dit bien. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau bilan culturel. Salut!